La distinction entre passé, présent et futur est une illusion tenace, disait Albert Einstein. Et nos perceptions étant modelées en fonction de nos processus de pensée, il nous est très difficile de découvrir ce qui est évident, simplement parce que nos anciennes tournures de pensée bloquent notre capacité à voir ce qui est vieux d'un œil neuf. Ça, c'est ce que disait Leibniz, le philosophe et mathématicien. Et si ceux qui savent pourquoi et comment agir négligent de le faire, ceux qui ne le savent pas continueront à agir, et le monde continuera à patauger. Toute l'histoire de l'humanité, et surtout la situation actuelle du monde, ne montre que trop malheureusement combien il est dangereux et coûteux de laisser diriger le monde par ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est ce que disait Alfred Korzybski, qui était ingénieur. Cette série, en fait, est née d'une série de constats et d'une question. Les constats, ce sont les nombreux problèmes de tous les ordres qui frappent les peuples et les civilisations. Pollution, misère, guerre, dégradation des milieux naturels, changement climatique, endettement des pays développés, épuisement annoncé d'un certain nombre de ressources. La question, c'est que faire? S'il suffisait de dénoncer les problèmes pour les résoudre, ou de dire ce qui paraît raisonnable d'entreprendre, pour que des solutions soient mises en place, ce serait simple. Mais ce qui se passe est tout autre chose. Les décideurs, comme la grande majorité des citoyens, se contentent souvent de demi-mesures, d'aménagements réglementaires, ou restent indifférents à ce qui devrait les alerter. La plupart d'entre eux sont comme terrifiés à l'idée d'une remise en cause des modèles sociétaux établis, comme si ces modèles avaient autant d'importance que l'air que nous respirons, ou l'eau que nous buvons, comme si le seul fait de penser un avenir qui tienne compte de ce que nous savons aujourd'hui en 2020 était en soi une épreuve quasi insurmontable. C'est une des difficultés que j'ai décidé d'affronter. Il s'agira dans cette série de comprendre la nature des blocages qui rendent si difficile à bien des gens de penser l'avenir et de proposer des actions à mener pour y remédier. Sur le mur de la classe d'un de mes professeurs de technologie au collège était affiché un panneau portant la mention « Toujours réfléchir avant d'agir ». Il faut dire qu'avec ce professeur, nous faisions de la mécanique et de la menuiserie, ce qui amenait à manipuler des outils potentiellement dangereux. Une scie circulaire tranche aussi bien les doigts que le bois, et doit donc être manipulée avec précaution et lucidité. Ayant ensuite fait des études dans le domaine des sciences de la vie et de la nature, j'ai pu mesurer régulièrement l'importance de ce conseil, surtout quand j'oubliais de le suivre. Mes mains portent 2 cicatrices de ces moments d'inattention. Une en taille au doigt, en faisant une coupe-mince de végétaux, et une autre au dos d'une main, gagnée en transportant un objet lourd sans précaution. Aussi, dans la mesure où j'expose dans les vidéos qui suivent un certain nombre d'outils cognitifs, psychosociaux ou éducatifs potentiellement puissants, je dois vous avertir que, comme tous les outils, ils peuvent être dangereux s'ils sont utilisés sans discernement. Il existe aussi des outils pour développer le discernement, mais il est notoire que nous avons tous tendance à nous surestimer en la matière. L'un des pièges à éviter est, par exemple, de croire que l'on maîtrise un outil du seul fait que l'on a compris comment il doit être utilisé. En réalité, tous les outils, qu'ils soient techniques, psychologiques ou cognitifs, nécessitent un apprentissage et un entraînement pratique avant d'être maîtrisés et mis en œuvre judicieusement. Cette série n'est qu'une série. Si elle vous donne matière à réfléchir et à faire évoluer votre point de vue, elle n'aura atteint qu'une partie de ses objectifs. Son véritable enjeu, c'est de vous mettre en capacité de contribuer vous-même à la réflexion sur l'avenir des civilisations en général et de la nôtre en particulier. Si vous le décidez, vous pourrez alors vous exercer à utiliser ces outils. Mieux encore, vous pourrez le moment venu contribuer à faire réfléchir et à faire agir les gens autour de vous. Alors bien que cette série soit construite pour être explorée de façon interactive, elle peut aussi être vue de façon linéaire, avec plusieurs grandes parties. Dans la première, j'expose quelques-unes de nos connaissances actuelles sur la façon dont la psyché humaine construit sa représentation du monde et la fait évoluer. Y sont évoqués les travaux de Léon Festinger,
un sociologue, sur la dissonance cognitive, les travaux d'Alfred Korzybski, qui était ingénieur et philosophe, et qui est donc le fondateur de la sémantique générale, les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre et spécialiste des étapes du deuil, et de Thomas Kuhn, qui était philosophe, historien des sciences, qui a beaucoup étudié les processus en jeu dans les changements de paradigme. Enfin, j'évoquerai également ceux de Miguel Benassayag, qui est médecin, philosophe et psychanalyste, et qui s'est intéressé aux conditions de mise en action face à une situation problème. J'espère, peut-être naïvement, que toutes ces explications vous prépareront à recevoir la suite dans ce qu'elle peut avoir de déstabilisant à différents égards. Et oui, dans la seconde partie, je confronte les idéologies de nos systèmes sociétaux aux réalités physiques, géologiques et biologiques de notre planète. Des notions qui paraissent aller de soi, comme l'argent, le profit, le pouvoir, ou même simplement le commerce, se révèlent en réalité totalement dépendantes de circonstances qu'il nous faudra prendre en compte sur le long terme. Typiquement, permettre, par exemple, une exploitation sans mesure de ressources que nous savons épuisables est une stratégie suicidaire sur le long terme. La troisième partie concerne la façon dont nos sociétés fonctionnent ou dysfonctionnent selon les comportements qu'elles encouragent ou inhibent, individuellement ou collectivement. J'y confronte par exemple les travaux de Jared Diamond, qui est biologiste, anthropologue et historien, d'Augustin Berg, géographe et philosophe, d'Emmanuel Todd, anthropologue et démographe, historien aussi, et de Muriel Salmona, qui est psychiatre, pour essayer d'identifier quel processus pose à nos civilisations des problèmes fonctionnels et les leçons que nous pouvons en tirer. La quatrième partie explore les problèmes de vocabulaire qui se posent immanquablement dès lors que l'on essaie de penser l'avenir des sociétés. Y est évoquée la novlangue, imaginée par George Orwell dans son livre 1984, et sa version moderne, telle qu'elle est utilisée dans les médias. Face au processus de communication visant à la manipulation de l'opinion et à son contrôle, il s'agit d'armer notre langage d'outils cognitifs pour reconquérir nos capacités à penser, échanger et débattre des problèmes en nous respectant les uns les autres. Par exemple, pour que la démocratie soit davantage qu'un mot, il est indispensable d'en distinguer les différents sens possibles, les actions concrètes qu'ils impliquent et les conditions réelles de leur mise en œuvre. La cinquième partie aborde frontalement la question des biens matériels, dans un contexte de ressources épuisables, et au déni généralisé qu'il nous faut affronter sur ce problème. Y sont évoqués les travaux de Marion King-Hubert, qui était géologue et géophysicien, ceux de Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste des questions d'énergie, et il s'agira de dévoiler l'illusion du recyclage, l'impasse de l'éolien et le piège du tout électrique. Nous y explorerons d'autres façons de penser l'énergie, mais aussi d'autres façons d'emballer et de transporter les biens de consommation dont nous avons besoin pour aller progressivement vers le zéro déchet. Enfin, la sixième partie déploie différentes propositions en vue d'élaborer des stratégies d'action pour l'avenir. Il y est question notamment de politique, d'affaires publiques, d'éthique, d'État, des médias, de communication et d'éducation populaire. Y sont évoquées des notions plus que délicates telles que la nation, la souveraineté, le militantisme. Plutôt qu'un programme, il s'agit ici de proposer des éléments de réflexion, parmi lesquels vous pourrez piocher ce qui vous paraît utile pour construire vous-même votre programme et vos actions. Sur cette partie, comme sur les autres, je compte sur votre retour pour alimenter les débats, ou pour être plus précis, instaurer des débats qui prennent en compte la diversité des approches possibles. En effet, nous avons souvent l'habitude de recevoir les réflexions des autres en les triant de façon binaire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, on adhère ou on n'adhère pas, on y croit, on n'y croit pas, c'est vrai, c'est faux. Mais cette façon de penser est source d'incompréhension, de malentendus, de conflits. Or, notre monde n'est pas binaire, c'est un monde complexe. Nos systèmes de pensée nous induisent à nous représenter habituellement les choses de façon binaire, alors que penser l'avenir du monde exigerait d'en considérer la complexité. Utiliser des raisonnements binaires pour tenter de résoudre des problèmes qui ne le sont pas conduit à des impasses. Encore faut-il franchir le pas vers d'autres modes de réflexion auxquels nous ne sommes généralement ni formés ni habitués. Pour avancer, il faudra donc interroger nos processus de pensée habituels et les remettre en question au besoin. Cette série peut donc de place en place mettre en inconfort, vous voilà prévenu. Elle peut aussi exiger des pauses pour aller se renseigner ailleurs, vérifier des sources, méditer, voire relire un passage antérieur soudain mis en perspective. Je passe parfois rapidement sur des notions que vous pouvez explorer par vous-même, ou pour lesquelles, par exemple, d'abondantes ressources sont disponibles sur Internet.
J'explique d'autres points plus en détail pour m'assurer que vous ayez toutes les clés de compréhension en main. Lorsque vous avez le sentiment que j'entre trop dans les détails, vous pouvez toujours laisser certaines parties de côté, quitte à y revenir plus tard, si besoin. De même, lorsqu'un lien vous invite à consulter un passage situé ailleurs, dans une autre vidéo, n'hésitez pas à garder celle où vous êtes en pause pour y revenir. Dans tous les cas, j'ai pris conscience au fil des relectures et réécritures que ce travail m'a demandé qu'il ne pouvait pas être considéré comme autre chose qu'une étape. Je compte vraiment sur votre retour pour améliorer et compléter ce qui pourra l'être. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de cette série. À partir de là, plusieurs choix s'offrent à vous. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Et n'oubliez pas, j'attends votre retour.